Bon allez c'est parti, bonjour à tous, bonjour. On va lancer la revue de psychologie positive de ce jeudi 21 décembre 2023. Euh, Est-ce que ça va être la dernière de l'année? Je pense que c'est la dernière revue de psychologie positive de l'année. Effectivement, pour la simple et bonne raison que la semaine prochaine, je ne serai pas dispo le jeudi. Et donc voilà. Par contre, on va probablement faire des streams un peu plus gaming la semaine prochaine. Mais je vous redirai ça. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Hop, voilà. Est-ce que ça s'affiche? Très bien. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a trois articles. Alors, c'est vrai que ça s'est aussi un petit peu calmé en termes de publication. Là, j'ai pas forcément des tonnes de choses à vous proposer ce matin. Quand même, trois articles qui sont, vous allez le voir, pas tous méga positifs. Euh, pas que euh, pas que sur des choses positives, mais on va aller progressivement vers le positif. En tout cas, on va essayer de garder un œil positif là-dessus. J'en profite pour faire un petit tweet parce que je suis toujours aussi mal organisé. Euh, alors, hop, c'est la revue de l'année. Et on est parti, twitch.tv/bastou. Let's go. Le tweet est fait, on peut lancer les hostilités. Alors, on va commencer par un article sur les antidépresseurs. Donc un article, hein, je vais dire un article de Noël, hein, bien sûr. Non, mais un article important sur les antidépresseurs et leur prescription, pour donner un peu d'infos là-dessus. Euh, donc, il y a une étude qui a été faite, Our World in Data, notre monde en données, qui a une enquête un petit peu, etc., et qui a vu que, en fait, en Europe, une personne sur 10, en gros, donc 108 personnes sur 1000, donc, donc 10 personnes sur 100, donc une personne sur 10, prend des antidépresseurs. Alors, pardon, c'est une étude européenne, et donc ils ont montré qu'une personne sur 10 prenait des antidépresseurs au Royaume-Uni, pardon, je vais y arriver. Euh, donc les SSRI et les SNRI, pardon, j'ai mis mon téléphone en vibreur, ouais, c'est parti. En fait, ça, c'est les différents types d'antidépresseurs à recapture euh, qui bloquent la recapture de sérotonine, pardon, voilà, je cherchais le terme, euh, ou que de sérotonine, ou de sérotonine et de, je sais plus, de norépinéphrine, je crois. Voilà, donc ces différents types de. On va pas rentrer dans les détails des molécules, mais c'est les deux grandes familles d'antidépresseurs. Et donc, le Royaume-Uni serait le sixième pays dans le monde. Selon cette enquête, le double de la France. Alors après, selon les enquêtes, la France est en général, enfin malheureusement, mieux placée que ça dans le classement, mais bon. Mais c'est quand même très élevé en France, ce serait une personne sur 20. Il faudrait que je croise avec d'autres études parce que je pense que d'autres études disent que c'est un peu plus élevé que ça. Et voilà, en Allemagne, c'est à peu près comme en France, un petit peu plus élevé. Pareil, dans cette enquête-là, euh, les États-Unis sont devant le Royaume-Uni, en top. Voilà, mais ça reste dans les mêmes ordres d'idées, hein, 110, 108 pour 1000, bon, on est à peu près la même chose. Et l'Australie, c'est encore plus élevé, et le Canada aussi. Et le Portugal et l'Islande, c'est beaucoup plus élevé. Donc, tout ça pour dire que, qu'on soit une personne sur 20 ou une personne sur 100, pardon, une personne sur 20, une personne sur 10, c'est quand même bien élevé parce que c'est une personne sur 20 ou sur 10 qui prend des antidépresseurs. Parce qu'après, tous les gens qui font des dépressions, ou qui sont en burn-out, ou qui ont des problèmes d'anxiété, ne prennent pas des antidépresseurs. Donc quand en plus, voilà, vous multipliez ça, vous dites que eh ben, vous avez une chance sur 20 de croiser quelqu'un qui prend des antidépresseurs, et vous avez une chance à un instant T, hein, et vous avez probablement plutôt une chance sur 10 de croiser quelqu'un, ou un peu plus, qui fait de l'anxiété, ou qui est en dépression, etc.
ne rentre pas plus dans le détail, puisque là on est quand même focus plutôt Royaume-Uni, puisque c'est un auteur qui s'est focalisé là-dessus, sur ce pays-là. Et donc, suite à ces résultats, il y a des professionnels de la santé qui sont réunis, des chercheurs, des patients, etc., des représentants et des hommes politiques, pour, à partir de ces données-là, faire quelque chose, enfin, agir, quoi. Et donc ce groupe-là a fait comment on dit, une lettre ouverte, en fait, dans le journal de médecine britannique du Royaume-Uni, parce qu'en fait, les antidépresseurs, leur prescription a doublé en Angleterre en 10 ans, quasiment. Et alors, là où c'est intéressant, c'est que il y a, en fait, par rapport aux adultes, en fait, c'était la moyenne générale des antidépresseurs et tout ça en Angleterre. C'était donc 1 sur 10, je vous ai dit. Mais quand, en fait, on focalise sur quand on enlève les enfants, les adolescents, qu'on met que les adultes, en fait, c'est 20% des adultes. Donc, l'immense majorité de la masse de gens qui prennent des antidépresseurs, c'est d'abord des adultes. J'ai envie de dire, heureusement que on ne prescrit pas des médicaments avec des effets secondaires quand même assez lourds directement à des enfants, hein, et des ados. Voilà, quand même. Et donc, c'est quasiment 20% des adultes. Donc là, vous avez une chance sur 5 de croiser un adulte qui, à un instant T, prend des antidépresseurs. Et donc ça, c'est en Angleterre, et les tendances sont les mêmes, donc, parce que c'est Royaume-Uni, hein, les tendances vont dans le même sens, mais c'est moins élevé en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord. Voilà, après, il y a des effets secondaires, prise de poids, problèmes érectiles et sexuels, saignements, des chutes. Bref, il y a pas mal d'effets secondaires. Il y a même des effets secondaires minoritaires, mais d'augmenter le risque de suicide, hein. Donc c'est quand même... Enfin, c'est pas neutre, les effets secondaires. Évidemment, on suppose que les effets primaires visés dépassent, et dans la balance, ça pèse plus lourd que les effets secondaires, mais on va voir que c'est pas si simple que ça. Et donc, il y a aussi le fait d'en prendre à très long terme, qui a doublé entre les années 2000, la moitié des années 2000 et 2017. Et donc là maintenant, la moitié des patients au Royaume-Uni sont des utilisateurs à long terme. Et aux États-Unis, c'est pareil, des 2 tiers des patients entre 2011 et 2014 qui ont pris des antidépresseurs depuis plus de 2 ans. Et un quart des patients ont pris des antidépresseurs depuis plus de 10 ans. Ça veut dire qu'on s'installe dans une médication de la dépression à long terme, en fait. Avec voilà, tous les effets secondaires que ça peut comprendre. Enfin, vous agissez sur la chimie de votre cerveau, et sans vouloir caricaturer et faire peur, c'est pas qu'on traite une écharde avec un bazooka, mais bon, c'est évidemment toujours pas aussi subtil que c'est pas des médicaments ciblés à fond, puisque les neurotransmetteurs dont on va bloquer la recapture, ils ont un rôle pas que dans l'humeur, en fait, ils ont un autre rôle dans pas mal de choses. Et alors, le problème en plus, ce qui est avancé dans cette tribune, c'est que de nombreuses méta-analyses ont montré que les antidépresseurs n'avaient pas d'effet clinique bénéfique spécifique, donc pas d'effet bénéfique de manière clinique qui était spécifique, au-delà du placebo, pour tous les patients. Et donc c'est un effet spécifique bénéfique que pour ceux qui ont une dépression très sévère. Donc 50% des gens qui prennent des antidépresseurs depuis plus de 2 ans euh, n'arrivent pas à atteindre les critères, en fait, nécessaires pour faire le diagnostic d'une dépression sévère. Donc ça veut dire qu'en fait, on donne des antidépresseurs à des gens pour lesquels ça n'a pas un effet significatif par rapport à du placebo, et qui en plus enfin voilà, ça c'est en général, et puis ça marche que pour des dépressions sévères, et la plupart des gens qui prennent des antidépresseurs ne sont pas dans ce cas-là. J'ai envie de dire, heureusement que
tous les gens qui font une dépression ne font pas une dépression sévère. Et donc les auteurs soulignent qu'il y a d'autres alternatives, enfin qu'il existe des alternatives aux antidépresseurs, comme par exemple de l'accompagnement psychosocial ou des interventions psychologiques et psychosociales notamment, qui vont aider beaucoup plus et qui vont coûter finalement moins cher. Parce que quand on enlève les remboursements, l'assurance, etc., au final, c'est les médicaments qui coûtent cher quand même, les antidépresseurs. Pareil, on a d'autres méta-analyses qui ont montré que l'activité physique, des interventions qui permettent d'améliorer l'activité physique et la nutrition, peuvent être aussi efficaces que les antidépresseurs pour certaines personnes. Voilà, quand même des précautions, mais dans certains cas, en tout cas, ça pourrait remplacer les antidépresseurs. Donc il y a des alternatives qui existent. Et pareil, les recherches sur le côté anti-suicide, l'effet anti-suicide des antidépresseurs est peu concluant, ou non concluant, et les effets opposés ne peuvent pas être exclus. Et d'ailleurs, certains antidépresseurs, c'est marqué dans les effets secondaires potentiels que, en fait, on a potentiellement, souvent pendant les premières semaines, pour certains antidépresseurs seulement, un risque accru de pensées suicidaires, etc. Donc, leur conclusion, c'est que on devrait se calmer sur la prescription des antidépresseurs et on devrait communiquer clairement aux patients les effets secondaires de ces médicaments-là avec les infos à jour sur les antidépresseurs. Mais encore une fois, c'est pareil, c'est ce que les médecins, les psychiatres ne sont pas toujours... Et comme les médecins, alors en France, si je parle en France, les médecins généralistes peuvent prescrire, en tout cas toute une partie d'anxiolytiques, d'antidépresseurs. Je ne sais pas s'ils peuvent tout prescrire, mais ils peuvent en prescrire en tout cas un certain nombre. Les médecins généralistes, désolé, alors parce qu'ils n'ont pas le temps et parce qu'ils sont sur tous les sujets, mais et les psychiatres aussi, ne sont pas toujours au fait de la dernière recherche. Et la plupart d'entre eux ne sont pas au fait de la dernière recherche. On sait qu'il y a aussi voilà, les représentants des... Alors même si maintenant c'est beaucoup plus contrôlé, mais les représentants des labos pharmaceutiques qui viennent les voir, qui leur disent voilà, c'est ça les dernières études, etc. Bon, en même temps, ils veulent vendre un produit, donc... Et souvent, c'est eux qui partagent l'information. C'est comme les congrès organisés pour les médecins, souvent financés par des groupes pharmaceutiques ou de fabricants on va dire de prothèses ou d'outils médicaux. En fait, c'est là qu'ils s'informent et c'est pas forcément toujours des informations non biaisées, hein, pour le dire avec un euphémisme. Donc encore un autre expert l'a dit que les antidépresseurs n'ont pas d'effet clinique, de bénéfices cliniques significatifs au-delà du placebo, sauf pour les dépressions sévères, comme ça j'ai déjà dit. Et en fait, il rajoute que il y a pas mal d'antidépresseurs où on n'a pas trouvé non plus d'effet significatif au-delà de l'effet placebo massif pour des dépressions très sévères. Apparemment, apparemment, l'effet plus important pour les dépressions sévères, ce serait juste un artefact mathématique. Dans les études, en fait, c'est que statistiquement, vous avez des plus petits groupes dans les dépressions sévères, et donc que quand vous faites une analyse globale, je fais très très vite et c'est très très simplifié, en fait une analyse globale, comme il y a moins de gens dans les dépressions sévères dans les études, vous pouvez avoir un seuil de déclenchement pour dire que c'est un effet significatif, un bénéfice significatif, qui va être beaucoup plus faible que pour le groupe en général. Et donc c'est aussi pour ça que peut-être même que ça peut être des biais statistiques, des artefacts statistiques euh, qui expliqueraient qu'on pourrait dire parfois dans certaines études méta-analyses que on aura un effet spécifique pour les dépressions sévères. Mais en fait, voilà. Donc, pourquoi je vous parlais de ça ce matin? J'ai vu cet article là passer. Je sais qu'en France, euh, la prescription d'antidépresseurs, elle est élevée aussi, hein.
Est-ce que là on m'entend? Oui, ça y est. Désolé, j'ai eu une petite déco, ce qui explique que ça n'a pas fonctionné. Hop. Alors, je vais quand même regarder. Ah bah voilà. Déjà, les messages généralistes et les psychiatres peuvent prescrire tous les deux. Euh, Alors là, hop, une étude de 2019. Je vais regarder ça. Enfin, une Libération qui fait un article dessus. Parce que ça m'intéresse de savoir si on est. Statista, je vais prendre, mais je suis pas sûr que. Ah, allons-y. Ça, c'est 2019. Qu'est-ce qu'il raconte Libération? Nanana. Ok. T'as trouvé ça, hein? Hop là. Bassan. Ouais, ça me dit pas grand-chose. Ok. Ah. Ouais, alors les benzodiazépines, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Pour 1000 habitants. Bon, le Royaume-Uni reste au-dessus, hein. Ça, clairement, ouais, effectivement, là, on retrouve les choses Portugal, voilà, machin. La France, elle est pas si pire, hein. Ouais, c'est bien 1 sur 20. En tout cas, 2017, c'était ça. Euh, 4 millions. 4 millions 200 000. On est 70 millions, donc effectivement, c'est plutôt 1 sur 20. Ouais. Un peu plus. Un peu plus. 70 millions, 4 millions, on est sur 10. euh, 15, ouais. Ouais, un peu plus d'un sur 20, 1 sur 17, quoi. Bon, ça, on est dans les bons chiffres. On est dans les bons chiffres. Un enfant sur 20 concerné, donc en France, c'est apparemment assez importante. On retrouve en fait la problématique c'est la problématique du remboursement des psychothérapies, etc. Bref, donc premier article sur les antidépresseurs, pas méga positif, mais ça permet aussi quand même de se relativiser par rapport à d'autres pays où c'est beaucoup plus grave, hein. Ça dit quand même que en France, on dit toujours qu'on n'est pas bien. C'est pire ailleurs. Alors, c'est pas une raison pour se réjouir, mais en fait, aux États-Unis, en Australie, en Angleterre, en fait, les gens sont plus. En fait, hein, je répète un peu les mêmes mots, mais donc dans les pays anglo-saxons, visiblement, les gens sont plus déprimés qu'en France. Ou, alors, attention, hein, où les médecins prescrivent plus facilement des antidépresseurs. C'est un peu où les gens vont plus facilement consulter pour des dépressions. En fait, il y a plein de facteurs confondants qui pourraient expliquer ça. Il y a sans doute des études qui ont été faites là-dessus, dans les facteurs explicatifs, mais j'ai pas été les voir directement. Mais voilà. Premier article de la journée, de la matinée qui est fait. On va passer au deuxième article qui est sur, et oui, encore une fois, on va pas s'en sortir, sur l'intelligence artificielle. Alors, l'idée c'est, est-ce que l'intelligence artificielle peut nous aider à être moins seuls? Donc là encore, on est focalisé sur les États-Unis, qui sont dans une situation pire que la France, mais on a aussi ça dans les pays occidentaux, d'une manière générale, cette tendance à la solitude de plus en plus importante, avec des gens qui sont célibataires de plus en plus longtemps et de plus en plus vieux, etc. Euh, et des gens qui ont de moins en moins d'amis, hein. J'avais déjà parlé dans des revues de psychologie positive de ça, des études qui ont montré que, en fait, alors déjà, les gens en général ont moins d'amis qu'avant, moins de connaissances, moins de contacts, etc. Mais c'est encore aggravé, encore plus, enfin, comment dire, cet effet de baisse est encore plus fort, plus marqué chez les hommes que chez les femmes. Et donc on a cette tendance, cette épidémie de solitude qui grandit. Et chez les personnes âgées aussi, évidemment. Et donc en parlant de ça, on a évidemment le développement des IA
qui s'est développé là en une année. Hein. On a fait le démarrage d'OpenAI de ChatGPT, c'était novembre de mémoire, octobre-novembre 2022. En tout cas, je me souviens avoir utilisé moi les premières fois en novembre. Et l'explosion, ça a vraiment été en janvier 2023. Donc on est sur quelque chose qui a un an et un phénomène d'explosion qui a quasiment, enfin, un phénomène qui a un peu plus d'un an et un phénomène d'explosion qui a quasiment un an maintenant. Euh, alors, et là on se dit, oui, bah, les IA, ça va potentiellement augmenter la solitude. Mais pas forcément. Là, ici, donc les auteurs Michael Prinzing et Barbara Fredrickson, qui est connu pour avoir écrit, enfin, pour faire pas mal de publis en psychologie positive, ils ont fait des recherches pour montrer que l'intelligence artificielle peut être conçue pour renforcer plutôt que diminuer les connexions humaines. Mais ça va probablement pas se passer tout seul. C'est toujours la question des IA éthiques et des biais de conception. C'est oui, les IA peuvent être utiles, tout dépend comment elles ont été conçues, et si cette notion-là, qu'elles peuvent, cette compétence qu'elles peuvent développer, enfin dont elles peuvent faire preuve, cette capacité-là de baisser la solitude, si ça a été intégré dans leur programmation. Voilà. Alors la logique de la solitude. Donc dans les années 2000, au début des années 2000, John Cacioppo, donc chercheur à l'université de Chicago, a dans des études montré comment la solitude devenait contagieuse en fait, la logique de cette épidémie entre guillemets. Même si on recherche, on a envie de plus de connexion sociale, plus les gens deviennent seuls, plus ils sont sceptiques sur le fait de faire de la sociabilisation. Ils ont de plus en plus d'inquiétude sur le fait d'être rejetés ou exploités, et donc ils se méfient des autres, et ils les évitent encore plus. En gros, l'idée, c'est un peu une boucle, c'est-à-dire que vous êtes un peu seul, du coup, vous commencez à stresser, angoisser, appréhender les interactions sociales, les événements sociaux. Vous avez de plus en plus peur d'être rejeté ou d'être exploité par les autres, qu'on se foute de vous. Et donc, on les évite d'autant plus. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, quand on tombe dans ce cycle-là, les gens autour de nous, donc nos voisins, nos amis, notent qu'on est un peu plus méfiant et qu'on est évitant. Et donc, ces personnes-là, qu'on fréquente déjà, alors soit qu'ils soient proches ou pas, vont aussi devenir plus prudents, plus évitants, et ils vont moins sensibiliser avec vous. Et donc, la solitude se répand. Donc ça, c'est un peu le souci. Ça, c'est un peu le souci qu'on a dans ces situations-là. Hop. Ensuite, donc ça, en fait, c'est vous êtes, en gros, ça se développe. Vous devenez de plus en plus méfiant. Les gens autour de vous vont percevoir ça et donc moins interagir avec vous, et au final, ça crée des problèmes. Alors, ça pourrait, donc l'intelligence artificielle, aggraver le problème. Parce que l'automatisation, c'est moins d'occasions d'échanger avec des vrais gens dans la vie ordinaire, euh, surtout quand les gens ne se connaissent pas encore. En fait, le problème, c'est de créer des nouveaux liens, de créer de nouveaux contacts, parce que si vous voulez... Alors, je dis ça, moi, je ne suis pas du tout un exemple en la matière, mais au contraire. Hein. Si vous voulez développer de nouvelles amitiés, il faut rencontrer de nouvelles personnes. Hein. Après, la question, c'est comment est-ce que vous les rencontrez, dans quelle situation, pour que vous soyez pas mal à l'aise. Et puis, effectivement, plus vous êtes seul, moins vous avez d'occasion de rencontrer des gens. Plus vous avez d'amis de connaissances, plus ces amis connaissances ont aussi des amis connaissances qui potentiellement peuvent être à des événements informels à l'extérieur et aux soirées, aux événements ou aux choses que vous programmez avec ces amis-là. Et donc vous avez potentiellement des connaissances nouvelles en plus que vous allez pouvoir vous faire au fur et à mesure. Plus vous êtes sur un noyau restreint, plus ça va être compliqué. Et alors ça c'est, je fais un raccourci, mais comme on dit, en fait les gens ont
ressemble aussi, on est un peu la moyenne de ses amis, c'est ce qu'on dit en général pour faire simple, mais c'est vrai en fait, les amis se ressemblent le plus normal que les gens qui ne sont pas amis. Et donc, si vous avez peu d'amis et que vous êtes un peu tous dans dans la même configuration, il y a de fortes chances que dans les peu d'amis que vous avez, vous n'ayez pas quelqu'un qui soit ultra extraverti, qui a plein de potes et qui vous les présente tout le temps. Voilà, c'est un peu moins probable. Donc, en fait, ça va se comprimer comme ça. Alors là où justement l'automatisation peut être contre-productive, c'est par exemple quand vous allez faire des courses, vous avez moins d'interaction aujourd'hui avec des gens que vous n'en aviez il y a 15 ans, euh, avec les caisses automatiques, etc. Alors après, certains diront, heureusement, j'aime pas faire les courses, ça va plus vite, mais c'est un exemple pour dire qu'en fait, on a moins d'interaction sociale en général. En fait, il y a plein de moments où c'est automatisé, les commandes en ligne, etc., font qu'on a moins d'interaction avec des gens, d'une manière générale. Ça veut pas dire que parce qu'on discute dans les magasins avec les gens, on va s'en faire des potes, mais ça entretient les compétences sociales d'interaction sociale aussi, et ça permet parfois aussi de rencontrer des gens, le fait d'avoir des interactions sociales dans tous les domaines au quotidien, que ce soit au travail, dans vos loisirs, dans vos courses, etc. À partir du moment où vous automatisez un certain nombre de process, vous allez faire baisser les interactions sociales tout court, les interactions sociales de vive voix aussi, et donc après ça va réduire. J'imagine, enfin quand on bosse dans une boîte et qu'on est dans un métier de bureau suffisamment importante, il y a des gens que vous avez, enfin pendant des mois et des mois, vous avez des interactions avec eux, c'est une boîte mail en fait. Vous les avez jamais vus, vous savez pas à quoi ils ressemblent et vous les avez jamais entendus. Donc voilà. Euh, ok. Donc les systèmes d'intelligence artificielle justement servent de plus en plus en tant que copilote, donc conseiller financier, assistant personnel, conseiller au niveau légal, tuteur académique, etc. Et donc ça augmente l'efficacité, mais ça réduit les opportunités de connexion sociale. Et en plus, les IA ne sont pas conçus pour aider les gens à se connecter. En fait, souvent, c'est conçu justement pour pas avoir à se connecter à quelqu'un. Mais dans les recherches qui ont été faites là, alors hop, je vous ouvre l'article pour vous montrer un petit peu. Voilà. Tac. Voilà. Une des études de cette équipe-là a montré que quand on incite les gens, les people, quand on incite les gens, quand on fait des nudges, des incitations douces, comme on dit, il y a un article sur le sujet sur Réaliser si ça vous intéresse, eh bien, on crée des connexions plus positives dans leur journée. Les personnes deviennent plus gentilles, plus généreuses, plus humbles, et apprécient plus le côté humanité partagée, c'est-à-dire le fait de partager des choses en commun avec les gens en général, des souffrances, des plaisirs, des joies, etc. Et c'est vrai aussi pour les connexions avec des personnes que vous connaissez pas, des étrangers qu'on croise dans sa journée. Euh, donc en fait, c'est-à-dire que ça c'est pas sur l'intelligence artificielle, c'est juste une étude qui montre que quand on incite les gens, quand on leur rappelle de créer des connexions plus positives dans la journée, en fait ils le font et ça change plein de choses. Et justement, l'idée c'est si on peut inciter les gens à le faire, est-ce qu'on peut pas inciter les IA à le faire aussi? Et donc dans des travaux récents, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont exploré le fait que l'IA puisse encourager les gens à faire des connexions, à chercher des connexions positives, etc. Donc ils ont invité des étudiants, particulièrement justement seuls, dans leur labo pour des conversations en individuel, enfin en duo, hein, donc, avec un humain virtuel qui s'appelait Ellie, donc une intelligence artificielle. Mais alors, vous allez voir, en fait, on assigne aléatoirement des gens. Enfin, on fait plusieurs groupes. Donc, il y a des gens qui vont parler avec Ellie sur l'importance des connexions sociales de haute qualité, des interactions sociales de haute qualité. Euh, et donc là, Ellie les encourage à chercher plus de moments de connexion avec les gens, surtout des personnes qu'ils ne connaissaient pas encore. Les autres participants, l'autre groupe, parlaient avec Ellie sur des sujets qui n'avaient rien à voir. Par exemple, l'importance de la respiration avec le diaphragme.
Et donc, en fait, ils orientent la conversation de l'intelligence artificielle. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que dans le jour qui suivait cette session en labo de discussion avec Ellie, le premier groupe donc, qui discutait des connexions sociales avait plus d'interactions avec des étrangers et des connexions de plus haute qualité durant ces interactions. Et aussi, quand on les revoyait au labo 2 jours plus tard pour une conversation avec une personne qu'elle ne connaissait pas, le premier groupe euh, répondait plus vite à leur partenaire de conversation que les étudiants du deuxième groupe qui avaient eu une conversation avec l'IA, qui était une conversation sur des sujets qui n'avaient rien à voir. Et ces réponses plus rapides sont un signe comportemental de connexion de haute qualité entre des étrangers. C'est-à-dire le fait que la conversation piétine pas, que vous répondiez vite, que vous ayez des choses à dire, que ça soit en fait que le flux de la conversation se fasse naturellement, c'est un des critères pour dire qu'une conversation avec une personne que vous ne connaissez pas est de haute qualité. Donc que vous êtes à l'aise et que, voilà, que ça rebondit bien. Donc en d'autres termes, les gens qui ont discuté avec l'intelligence artificielle de ces sujets-là, eh bien, ont pris les conseils de Ellie, l'intelligence artificielle, ils les ont pris à cœur, ils les ont suivis, et ils ont mis en place le fait que ce soit une priorité de se connecter. Enfin, ils ont priorisé le fait de se connecter aux autres, pardon. Donc si la solitude donc la solitude, ça a des conséquences, hein, ça peut réduire le temps de vie, eh bien à l'inverse, les hautes connexions sociales de haute qualité peuvent augmenter l'espérance de vie. Et ces connexions, ça augmente le bien-être, ça augmente l'espérance de vie et ça aide les gens à être aussi plus vertueux, à défendre, à être dans des valeurs plus de partage, de générosité, de gentillesse, etc. Et en fait, les intelligences artificielles peuvent être conçues, orientées pour ça. Alors après, la question, c'est dans une conversation avec une intelligence artificielle, là, la conversation était orientée. Dans une intelligence artificielle généraliste, la question, c'est comment est-ce qu'on met ça en place de manière à ce que ça soit un biais, en fait. C'est-à-dire que quand la conversation arrive sur des sujets qui peuvent être autour de connecter de près ou loin à cette connexion sociale, entre guillemets, il faudrait que les intelligences artificielles nous incitent, nous encouragent de manière plus ou moins subtile à justement faire de la connexion sociale. Donc voilà l'idée. En fait, c'est toujours pareil, les IA, c'est un outil. Et un outil, tout dépend de la manière dont on s'en sert, en fait, hein, dont on le conçoit et dont on le rend ergonomique et positif. Donc, encore une fois, on l'avait vu la dernière fois avec le potentiel des IA d'aider les thérapeutes pour analyser les histoires de vie des patients et pour donc leur proposer des thérapies plus rapidement, des thérapies vraiment personnalisées, adaptées à leurs problématiques, adaptées à leur manière de penser. En tout cas, ou si la manière de penser, si c'est justement dans les processus de pensée qu'il y a des problématiques, justement adaptées à ça pour pouvoir mieux traiter ce problème-là. Et bien l'intelligence artificielle peut aussi aider dans les connexions sociales. Donc en fait, ça reste un outil super puissant, mais qui peut être très très positif. Et c'est ce qu'on voit avec plein d'outils qui se basent sur ChatGPT ces derniers temps. En fait, on peut développer des outils et on peut réentraîner un modèle de langage général avec ses propres données et donc créer des assistants qui vont plutôt être dans le positif. Mais après, c'est sur les intelligences artificielles très généralistes que vous avez justement ChatGPT de base, Bard pour Google de base ou autre. C'est qu'il faudrait quand même qu'on intègre ces notions-là pour pouvoir bien tout simplement favoriser la connexion sociale et pas renforcer la solitude. On n'en a clairement pas besoin. Ça se fait déjà très bien de manière naturelle, ça. Ok. Dernier article. Il me semble qu'on ne l'avait pas fait. J'ai un doute, mais bon, finalement, si je l'ai déjà fait, on le refait rapidement. Donc là, un article de recherche. Alors, je vais essayer d'aller assez vite. Vous voyez, hein, il y a un peu de matière. Bon, ici, c'est la fin ici. Hein. Vous voyez non, vous voyez pas les petites notes et l'ascenseur, mais tous les endroits, il y a des petites notes. Donc, un article qui a été publié en octobre 2023, que j'ai dans ma besace depuis un moment, et qui a été accepté en octobre, et publié le 6 décembre 2023, donc ça fait quelques semaines que je l'ai en stock, mais voilà, j'ai pas eu le temps en fait d'en parler. Et donc l'idée c'est de réfléchir au côté amusement. Donc
to be playful en anglais, c'est être enjoué, être dans l'amusement, être dans le jeu en fait. Euh, et donc là, la question que se sont posées les chercheurs, c'est est-ce que ce côté amusement, c'est un médiateur entre plusieurs données, plusieurs dimensions, un modérateur ou un résultat? Et donc là, ils se sont posé la question voilà, du rôle du jeu et du côté justement euh, joueur chez les adultes dans des interventions psychologiques pour la santé mentale. Bon. Alors, il y a plusieurs études qui ont montré que justement le côté jeu, le côté amusement, je sais pas si, je vois pas trop comment traduire autrement. Je vais quand même regarder. On va regarder. Playfulness, pardon. Hop. Si je tape pas le nom du site en entier, non, il y a rien de, grave dans ma barre de recherche, je pense pas. Enjouement, playfulness. Alors, est-ce que playfulness, on a un mot qui, la gaieté, la joie, l'allégresse, ouais, c'est pas tout. Enfin, l'entrain, ouais, l'entrain, dirons-nous, mais c'est vraiment le côté joueur en fait. Hein. Pas que dans le jeu, mais le côté, tu vois, je fais des petites blagues, je m'amuse, je suis un peu taquin. Voilà, c'est ça en fait. Hein. Et donc ça, c'est un rôle. En tout cas, il y a plusieurs études qui ont montré que ça avait un effet sur, en tout cas, un lien avec la santé et le bien-être. C'est des études de corrélation, donc il n'y a pas de lien de cause à effet. Mais on a un lien qui existe, je ne sais pas dans quel sens il va, entre ce côté entrain-amusement et les performances, y compris la productivité, les comportements innovants, la performance créative, la réussite académique, la capacité à ne pas s'ennuyer, le fait d'être dans des situations de flux, de flow, la gestion du stress, la résilience, l'adaptabilité générale, la santé, le bien-être, la forme physique, les émotions positives, le bien-être affectif, donc sentimental, émotionnel, la satisfaction au travail et le bien-être et la satisfaction dans la vie en général. Donc on a plein de corrélations avec, donc toutes ces dimensions-là ont des corrélations dans des études qui ont été démontrées significatives avec le côté playfulness, donc amusement, entrain, jeu. Mais la plupart de ces, même si ces études elles sont plutôt descriptives et cross-sectional, donc c'est pas des études où on a en labo modifié le niveau d'entrain des gens pour voir si ça avait un effet, etc. En tout cas, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a sans doute quelque chose à faire autour du bien-être et des thérapies et des démarches pour aider à améliorer le bien-être des gens avec cette dimension d'entrain et d'amusement. Bon. Euh, Donc l'idée, c'est de voir justement dans des interventions, est-ce que ça fonctionne de faire ça, de travailler sur l'entrain et l'enjouement. Voilà. Et sur quelle dimension de la santé mentale ça a un effet. Vraiment de lien de cause à effet. Donc eux, ce qu'ils ont voulu faire, c'est une revue de littérature là-dessus pour justement combler les manques d'explications qu'on avait. Euh, et voilà, avoir une explication aussi théorique du fonctionnement et de l'influence de cet entrain sur d'autres dimensions du fonctionnement humain, des émotions, etc. Alors, en gros, je vous la fais rapide. Pour le jeu d'entrain, on a deux choses différentes. On a comme un peu dans tous les aspects, comme pour l'anxiété par exemple, on a l'anxiété trait et l'anxiété état. L'anxiété trait, c'est plutôt une tendance générale de la personne, du point de vue presque de la personnalité, à être anxieuse. Et l'anxiété état, c'est à un moment donné, vous êtes anxieux. Mais ça peut ne pas être caractéristique de votre personnalité. La même chose, on peut avoir de l'entrain, de l'enjouement, de l'amusement état. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans un contexte particulier, vous allez être très enjoué, faire des petites blagues, etc. Mais c'est pas votre tendance naturelle, d'une manière générale, on vous décrit pas comme ça. Et puis vous avez l'entrain, l'enjouement très, où vous avez des personnes qui aiment bien faire des petites blagues, qui sont justement plus dans l'amusement, qui sont plus dans ces choses-là en permanence. Quelle que soit la situation, on les décrit un peu plus comme ça. Voilà. Donc c'est ce qui est décrit ici, je ne vous embête pas plus sur des détails.
Euh, alors, hop. Donc là, après, c'est la question dans le modèle, c'est de se dire, qui a été développé ici, que le côté entrain, c'est quelque chose qui va. Le fait d'avoir des comportements d'entrain, c'est quelque chose qui est un médiateur entre des conditions environnementales et des résultats, par exemple, des résultats à long terme. Ça peut aussi être que l'entrain peut être un modérateur qui modifie les effets de l'expérience et les conditions de contrôle. Et l'entrain peut aussi être un résultat qu'on va chercher. Donc ça peut être un médiateur qui va aider, mais ça peut être aussi un résultat qu'on va chercher. Bon. Euh, alors le problème justement de cet entrain, de cet enjouement, c'est que chez l'adulte, c'est souvent vu comme quelque chose de moins acceptable que chez l'enfant, en partie parce qu'on considère que ça, c'est une entrave à la productivité au travail. Euh, et donc spécifiquement, quand les gens grandissent, vieillissent, euh, il y a aussi ce côté où l'entrain l'enjouement, il passe d'un côté sensorimoteur, les enfants jeunes vont être dans le jeu vraiment très physique, alors que plus on va grandir, plus ça va être dans le jeu l'amusement, l'entrain, plus moins physique et un peu plus dans les mots et dans le verbal, etc. Bon, ça c'est plus pour décrire les choses. Hein. Euh, alors là où il faut une connexion avec la psychologie positive, c'est que justement la psychologie positive, certains chercheurs dans le domaine ont signifié, donc là en l'occurrence Peter Gray, il a avancé l'argument que la psychologie positive c'était surtout une psychologie qui était sur le jeu en fait. Euh, Parce que la psychologie positive s'intéresse à des activités qui sont intrinsèquement motivantes, qui sont contrôlées de manière interne, c'est-à-dire que la personne, elle fait l'activité parce que ça l'intéresse, elle fait l'activité parce qu'elle a décidé, et souvent c'est des activités aussi qui sont un peu créatives ou imaginatives, enfin, qui nécessitent de mobiliser l'imagination. C'est la même chose dans le flow, dans la théorie de l'autodétermination pour la motivation et sur le concept des émotions positives qui vont élargir les horizons et permettre de se développer personnellement. Donc tout ça, ça rejoint cette notion d'entrain. Donc c'est pour ça qu'il y a des connexions avec la psychologie positive. Alors qu'est-ce qu'ils ont trouvé en faisant un peu leur revue de littérature, en regardant tout ce qui avait été fait sur le sujet? Il y a trois types de choses qui ressortent. Euh, donc les effets d'intervention liées à l'entrain et au jeu sur la santé mentale, les caractéristiques du jeu euh, impliquées dans les interventions et les effets du jeu en tant que trait, de l'entrain en tant que trait et pas en tant qu'état, euh, et, euh, et les attributs personnels. Alors je vous montre quand même le schéma. Ah, mais faut pas que je fasse comme ça. Voilà, je vous montre le schéma. Hop. Donc là, en fait, voilà, c'est un peu toutes les références et tous les résultats qu'ils ont trouvés. On va résumer, mais vous voyez, vous avez des éléments sur l'humour, sur voilà, le type d'intervention, les fonctions, seul, en groupe, l'ouverture, la réceptivité, bref, il y a plein de choses là, ce qui résume un peu, si vous voulez voir l'article et que vous ne voulez pas tout lire, vous pouvez tout simplement regarder ce schéma-là et vous allez avoir les résultats principaux. Euh, donc les résultats quantitatifs suggèrent que les interventions thérapeutiques, psychologiques, psychothérapeutiques, qui incorporent le jeu, des expériences de jeu d'entrain, comme par exemple le théâtre d'impro, le fait de faire de la musique, eh bien, ça réduisait ça réduisait les symptômes dépressifs, hein, les antidépresseurs, on y revient, l'anxiété et la douleur. Des effets significatifs, de petits à moyens. Euh, Ça améliorait aussi les émotions, le bien-être et l'entrain en tant que trait de personnalité. Euh, et la créativité au travail. On a des effets un peu plus massifs voilà, pour des sujets de santé mentale. Euh, Par exemple, les émotions positives, la créativité.
donc le bonheur, le bien-être, la dépression, l'anxiété, on en a parlé tout à l'heure. Mais bon, il n'y a pas encore beaucoup d'études, mais la tendance c'est ça. Il faudrait plus d'études et faire une vraie méta-analyse. C'est une revue de littérature plus une méta-analyse pour généraliser ça. Mais en tout cas, c'est la tendance qui semble se dessiner. Et au niveau qualitatif, on a des changements sur la connexion aux autres, la compétence, l'ouverture et la réceptivité, l'ouverture à l'expérience, l'empowerment, donc le fait de se sentir capable de faire les choses et l'espoir, et la vitalité des relations parmi un certain nombre de conséquences qui ont été identifiées. On a aussi des aspects pour la santé mentale, donc des fonctions cognitives, la créativité, l'ouverture, la réceptivité, l'expression de soi, tout ce qui va être lié aux émotions positives, les compétences sociales et le bien-être en général. Donc tout ça, ça montre que en fait, le jeu, l'entrain, l'enjouement, ça peut être un agent causal, donc une source qui peut mener à des changements positifs sur la santé mentale. En fait, c'est vraiment une source de. C'est pas juste lié à, ça peut être quand on travaille là-dessus la cause d'amélioration. Voilà. Donc voilà, facilite l'engagement social. Euh, Ça, on va pas revenir dessus parce que je l'ai déjà évoqué plusieurs fois. Alors, qu'est-ce qu'on a en résumé? Le processus de jeu peut servir d'agent, de facteur qui va changer les choses et qui va causer les changements. Donc ça peut être utilisé en psychothérapie justement pour ça. Mais le jeu peut aussi servir de médiateur ou de contexte qui va faciliter la mise en place d'autres process, échanger et faciliter le fait qu'il y ait des changements positifs. Donc par exemple, ils ont parlé d'improvisation, le théâtre, des situations et si, etc. On va s'amuser à explorer des possibilités. Et en fait, là, ça va favoriser la prise de conscience, enfin la conscience de soi et faire évoluer la compréhension de certaines situations. Donc ça peut être à la fois quelque chose sur lequel on va directement travailler, qui va avoir des effets positifs, mais ça peut être aussi un médiateur, dans le sens où ça va être un outil qu'on va utiliser, sur lequel on va s'appuyer pour travailler sur quelque chose de particulier, mais c'est pas comment dire, c'est un contexte, c'est-à-dire que le côté jeu, entrain, amusement, c'est pas le cœur de la thérapie, mais on va rendre le cœur de la démarche, on va le modifier un petit peu pour le rendre plus amusant, et à ce moment-là, ça sert de médiateur, de entre guillemets, je dirais, du lubrifiant pour que ça passe mieux et que ça soit plus efficace. Voilà. Donc vraiment des changements importants, significatifs, donc un lien de cause à effet visiblement, même s'il manque encore, il faudrait encore plus d'études sur le sujet parce que c'est encore quelque chose qui est étudié depuis peu de temps finalement. Euh, mais ça serait une cause de changement positif chez l'adulte. Voilà, après c'est sur le process, etc. Et donc les suggestions finales de cet article, qu'est-ce que c'est? Les preuves qu'on a pour l'instant soutiennent l'hypothèse que le jeu, ça peut être une cause de changement qui améliore la santé mentale chez l'adulte. Voilà. Le jeu faciliterait les changements via deux mécanismes, en servant de médiateur ou en créant un espace pour traiter d'autres problèmes de santé, en fait, en créant un espace mental, en ouvrant les possibles. Les preuves pour l'instant sont encore limitées pour savoir si le côté entrain état, le côté jeu état, en tant que trait, pour savoir si ce côté-là, en tant que trait de personnalité, ça a une influence sur l'efficacité des interventions en général. Et on a besoin d'une meilleure distinction entre l'enjouement, l'entrain, le jeu trait et l'enjouement, l'entrain, le jeu état, donc en tant que trait de personnalité ou en tant que quelque chose qui se produit ponctuellement. Il faut mieux distinguer ces des éléments-là pour pouvoir
mieux analyser les résultats et les effets de cette dimension. Voilà. Voilà un peu pour les conclusions de cet article. Alors je regarde l'heure qu'il est, il est 9h11, il est parfaitement l'heure pour moi de arrêter cette revue de psychologie positive. Donc voilà, on a parlé dépression, on a parlé intelligence artificielle pour la solitude, et on a parlé thérapie et intervention centrée sur l'entrain, le jeu, l'amusement. Donc on finit sur une note positive, on est monté comme ça, hop. Et donc voilà. Voilà pour les articles du jour. On se retrouve pour d'autres revues de psychologie positive, probablement plutôt en 2024. La semaine prochaine, j'aurai pas le temps, puis après, on sera en 2024. Donc, je ne sais pas si ce sera dans 2 semaines ou dans 3 semaines que je vais reprendre. On verra. En tout cas, en attendant, je vais sans doute faire d'autres lives pendant les vacances de jeux vidéo ou peut-être des InfoQuests sur des sujets divers et variés. Et je vais essayer d'avancer à fond aussi sur les articles se réaliser, tournage de vidéos, tournage de podcasts, prendre un peu d'avance tant que j'ai un peu de temps, même si les vacances de fin d'année sont jamais les plus reposantes pour les déplacements, etc. Je vous souhaite, si je ne vous ai pas d'ici là, de très bonnes fêtes de fin d'année, et je vous dis à probablement la semaine prochaine. Ciao!